Géopolitique le MAG. Steve Nadjar, Radio J. Bonjour Denis Charvit. Bonjour Steve. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes politiste, professeur de sciences politiques à l'Open Université d'Israël à Ranana et vous publiez aux éditions Kalman Levy un essai sur l'identité de l'État d'Israël et l'avenir du sionisme politique. Le livre s'intitule Israël, l'impossible État normal. Un essai comme un questionnement profond et parfois personnel, nourri forcément par le choc du 7 octobre 2023. Des progrès ont été constatés ces derniers jours, Denis Charvit, dans les négociations autour du plan temporaire de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, un plan présenté par l'Égypte. Diriez-vous que le pays ne pourra pas retrouver une forme de normalité, ou plutôt, parce que vous interrogez ce terme tout au long du livre, une forme de retour aux affaires courantes, si j'ose dire, tant que ces 111 otages, vivants ou morts, ne seront pas délivrés? Alors, c'est sûr que tant que la question des otages n'est pas résolue, et en espérant bien sûr qu'ils reviennent tous en vie, survivants d'ailleurs plutôt que vivants, la normalité israélienne sera manifeste. Voilà. Une fois que nous saurons finalement les tenants et les aboutissants de ce qu'il est advenu du sort de ces 101 otages, alors si l'issue est heureuse, je crois que cela propulsera le retour aux affaires courantes, pour ainsi dire. Si ce n'est pas le cas, je pense que ça pèsera et que ça s'additionnera à quelque chose quand même qui est inédit dans l'histoire d'Israël des 20 dernières années, des 30 dernières années, c'est-à-dire une guerre qui dure depuis plus d'un an, qui durera vraisemblablement 1 an et 3 mois, voire 1 an et demi. Ça, on n'y était pas préparé. Là, il va y avoir un contre-coup économique, mais bon, les questions d'austérité économique, c'est pas ça qui détermine la normalité ou l'anormalité d'un pays. Donc, il reste encore quelques paramètres, je dirais, à mettre au point pour évaluer, estimer si il y aura un retour aux affaires courantes. Et on demandera des comptes à Benjamin Netanyahou en fonction du nombre de personnes qui sortiront vivantes de cet enfer. Alors Steve, vous avez deviné mes pensées, c'est exactement ce que je dis lorsqu'on m'interroge là-dessus. Parce qu'on me dit, ça y est, il va en sortir triomphant, etc. Et bien entendu, j'ai pas de vision de l'avenir, si ce n'est que ce paramètre-là. S'il ramène 10 survivants et que tous les autres viennent dans un cercueil, je pense que moralement, et Dieu sait comme on lui prête assez peu de moralité en général, mais moralement, éthiquement, il ne pourra pas demander une fois de plus le suffrage universel pour une raison très simple, c'est que certains même vous disent, après le 7 octobre, il ne devrait même plus pouvoir être en mesure de le demander. Mais si, puisque, pour une raison très simple, hein, sur le plan politique, c'est que, ok, c'est un revers énorme, peut-être le plus sévère de l'histoire de l'État d'Israël, mais tout dépend de l'issue, de la sortie. Si, en janvier, février 2025, la situation d'Israël est, je dirais, bien meilleure ou moins pire, en tout cas, que celle du 7 octobre, on ne lui en voudra pas. Mais encore une fois, pour moi, la variable déterminante, c'est le nombre des survivants. S'il en ramène 10, on lui reprochera jusqu'à la fin de ses jours de ne pas avoir négocié en juin 2024, ça fait déjà plus de 8 mois, même si tout ne dépendait pas de lui. Mais en tout cas, on lui reprochera ad vitam aeternam de ne pas avoir négocié et d'avoir pu en ramener à l'époque une 60aine d'entre eux. S'il en ramène, enfin, si à l'issue de la négociation, 40, 45 d'entre eux sont sauvés, alors il en manquera toujours peut-être une quinzaine. Mais là, je pense effectivement que politiquement, il pourra malgré tout s'en sortir parce que le nombre aura été éloquent et on va vous jouer avec les statistiques de la première négociation additionnées à ceux de la seconde. Mais c'est là où pour moi, vraiment vous avez lu dans mes pensées, pour moi c'est ça qui va déterminer son avenir politique. Au-delà de la campagne électorale, au-delà de la conjoncture, l'Iran, l'accord avec le Hezbollah, respecté ou pas, il y a beaucoup de paramètres. Et des succès militaires, notamment sur le front nord. Exactement, tout à fait. Mais je pense qu'au final, parce que vous savez, des épreuves au nord, je dirais, l'opinion publique israélienne est habituée à les imputer au Hezbollah, à les imputer au Hamas. On n'en tiendra pas forcément Netanyahou pour responsable, alors que sur la question du nombre des otages qui seront parmi nous à l'issue de cette négociation, là, je pense que c'est cela qui déterminera, je dirais, c'est plus que son sort politique, c'est même son image dans l'histoire d'Israël. Son bilan ?
Son bilan, oui. Son héritage. Oui, à bien des égards, parce que, vous savez... Comme on parle de Golda Meir, en se souvenant simplement de la guerre de la guerre d'équipe, exactement, tout à fait. Et attendez, Golda Meir, elle n'a été au pouvoir que 5 ans. Enfin, je veux dire, c'est rien. Même pas ou tout juste un mandat présidentiel en France. Madame Netanyahou, c'est 96-99, 2009-2021 et 2022-2025 et peut-être plus. Alors, encore une fois, je ne dis pas que ça y est, c'est terminé. Je dis simplement que toutes les autres épreuves peuvent toujours être mises sur le compte de l'hostilité arabe, etc. Je vous l'avais bien dit, l'Iran, etc. Le sort de la négociation, et c'est ça, d'ailleurs, je le développe dans le livre, par rapport à une autre question, c'est la question, qu'est-ce que veut dire l'indépendance? L'indépendance veut dire, pour moi, dans mes visions des choses, au-delà de l'aspect politique de la souveraineté, sur le plan moral, sur le plan éthique, l'indépendance veut dire ne devoir à soi-même ses fautes et ses erreurs. Et là, on le tiendra comptable de ne pas avoir cherché à négocier, de ne pas l'avoir manifesté, même si on pourra prouver que finalement, c'était pas entre ses mains, c'était entre les mains du Hamas, mais d'avoir joué comme ça avec un peu d'indifférence. Seulement maintenant, il a fait une déclaration pour dire oui, le temps est revenu à la négociation. Ça, je pense que on lui en tiendra rigueur et que ça fera effectivement son bilan, sauf s'il se termine par ce que nous souhaitons tous, par une issue heureuse, et si la conséquence c'est que politiquement il s'en sort mieux, très bien pour lui. Cette question des otages de Nir Charbit, c'est la plaie la plus béante du 7 octobre 2023, celle qui figure finalement la fragilité de l'État d'Israël aujourd'hui? Non, je dirais que la question des otages a été en quelque sorte le seul dilemme sur lequel nous pouvions, dans une démocratie qui reste une démocratie même si elle est en temps de guerre, sur laquelle nous pouvions rester divisés. C'est vrai que de sa propre initiative, le gouvernement a ajouté un autre facteur de division qui est la question de la conscription obligatoire et surtout plus exactement de la dispense que le gouvernement s'apprêterait à voter alors même que la guerre n'est pas terminée. Mais ce que l'opinion publique s'est autorisée dans une période de guerre, dans une période où l'union fait la force. C'est la question des otages. Dès qu'on a perçu ce que j'appelle dans le livre, et j'essaie toujours d'élever le débat, non pas en termes personnels, Bibi contre la gauche, ça me paraît totalement dépassé, mais ce que j'ai appelé dans le livre l'opposition entre la raison d'État et le contrat social. La raison d'État, dans la perception de Netanyahou, peut impliquer le sacrifice des otages, quand bien même ils sont civils. Et inversement, pour les tenants du contrat social, avant la raison d'État, c'est d'abord le contrat qui unit l'État d'Israël, précisément parce qu'il demande le sacrifice de nos enfants sur le front. Il doit, vis-à-vis des civils, s'en soucier. Pardon, je vous en prie. Oui, s'en soucier avant toute chose. Mais avant même la question des négociations pour leur retour, est-ce que même le fait qu'il y ait eu autant d'otages a, d'une certaine manière, un peu rompu le contrat social israélien avec cette idée-là que l'État et son armée protégeaient les citoyens israéliens dans ses frontières, en tout cas avec des failles beaucoup moins criantes que celles qui sont apparues le 7 octobre. Voilà. Vous savez, moi j'ai toujours considéré que quand on a parlé, le serment de l'État d'Israël, c'est que désormais les Juifs sont mieux protégés que partout ailleurs. Bon, je pense que, bien sûr que ce qui s'est passé le 7 octobre a créé une faille, c'est-à-dire on s'est rendu compte, encore une fois, c'est que l'intervention a été aussi tardive. Des attentats, mais je veux dire, c'est pas à vous que je vais le dire et à nos auditeurs, depuis les années 70, nous faisons face à un terrorisme chronique. Ça veut dire que notre territoire souverain, en tout cas, sans parler même de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, lorsqu'elle était en notre possession, des incursions, il y en a toujours eu. C'est vrai, avec un bilan qui, au regard de ce qui s'est passé le 7 octobre, était un bilan dérisoire. Alors, dérisoire, sauf pour, bien sûr, les familles concernées lors de ces attentats. Mais qu'est-ce qui marquait, qu'est-ce qui, je dirais, incarnait et concrétisait ce contrat social, cette protection absolue? C'est que dès qu'un attentat avait lieu, mais dans la minute, 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, allez tout au plus, les civils, les ambulances, des policiers, des gendarmes, l'armée intervenaient aussitôt. C'est-à-dire que pour la protection n'a jamais été conçue par les Israéliens comme une protection absolue. Autrement, l'échec, il est de 1948. Il n'y a pas personne ne conçoit que cette protection soit hermétique. En revanche, le test, c'est la durée très brève avec laquelle on intervenait pour mettre fin à un attentat. J'ai envie de dire de manière un peu aléatoire, mais ça dure quoi? Un quart d'heure?
Voilà, 20 minutes, une demi-heure. Et puis après, l'événement est terminé et après l'intervention réussie, ça peut être d'un civil qui est sur place, ça peut être, encore une fois, d'un gendarme, de policier, ça peut être aussi... Donc c'est la durée de ce temps, de cette latence et cette absence de réponse. Et surtout, voilà, je crois que l'image et le son peut-être qui restera le plus fort dans cette prise de conscience d'une fragilité, c'est des familles ou les victimes elles-mêmes appelant à l'aide et la réponse étant on ne peut rien faire. Appeler une ambulance, mobiliser l'armée, mais on n'a pas de contact, on ne peut rien faire. Et ça, on l'a entendu en direct, c'était ça qui a été absolument... Et là, de se rendre compte que là où en général, une fois qu'on appuie sur le bouton attentat, incursion dans le sanctuaire israélien, aussitôt tout se met en place, là de voir que pendant quelques heures, qui ont dû être interminables pour les victimes qui l'ont vécu, les secours sont venus et d'une certaine manière, ben voilà, c'est ça l'image qui fait qu'on a beaucoup parlé de Shoah, de pogrom, à juste titre ou non. Ben, c'est cette idée que les secours sont venus trop tard. Ils sont venus après que 240, je crois, otages aient été pris et après que 1200 personnes aient été exécutées. Ou quand, vous savez, dans la réédition que j'ai faite d'un autre livre, Israël et ses paradoxes, c'était en mai 23, c'était pour le 75e anniversaire de l'État d'Israël, comme je m'adressais aux lecteurs français ou francophones, je disais, à propos du terrorisme palestinien, je disais, vous savez, on n'a jamais eu des chiffres comme celui du Bataclan. Alors certes, la France, c'est un attentat de grande envergure, et puis après, il y a eu une vague quand même un peu sérieuse autour de 2015, mais ce chiffre-là, je crois que c'était 131 ou 173, je ne l'ai plus en tête, mais enfin, c'était de cet ordre-là. En Israël, le plus grand attentat, c'est le Parc Hôtel, c'est 25 personnes. C'est un bus qui explose, qui fait là aussi... En 2002, exactement. Voilà, c'est pas pour dire qu'on était dans une meilleure situation que celle de la France, mais c'est pour dire que le bilan a toujours été relativement faible. Alors bien sûr, si on prend la seconde intifada, on est sur 1200 morts, mais sur 5 ans. Là, même pas 24 heures, en 5 heures, et les secours arrivant, ben, je dirais, une fois que tout a déjà eu lieu, il a fallu se battre, attention. C'est significatif de ce point de vue-là qu'on ait parlé très vite de pogrom, réveillant des souvenirs ancestraux de la diaspora juive. Comme je le dis dans mon livre, pendant un mois, j'ai refusé de parler entre le 7 octobre et le 8 novembre. J'ai refusé de répondre à tout média, quel qu'il soit, français, hébraïque, enfin israélien, parce que je me sentais pas dans l'humeur de commenter les événements. Outre que j'étais en plus aux États-Unis à ce moment-là. Mais en revanche, une fois que j'ai dépassé ce jeûne de la parole, comme je l'ai appelé, on m'a interrogé là-dessus. Et ma première réaction a été de dire comment un pogrom ? Mais un pogrom, ça faisait 78 morts. Je veux dire, et vous savez, et j'insiste là-dessus. Je vais vous dire pourquoi. Parce que je trouve qu'il y a dans l'évaluation d'un acte violent, je trouve que la question du nombre a cessé d'intéresser. Regardez, qu'est-ce qui fait qu'en Israël et dans le monde juif, on se soulève contre l'idée d'un génocide qu'on impute à Israël? C'est deux choses. D'abord, le fait qu'on l'impute au peuple même qui a souffert un génocide il y a 75 ans, premièrement, mais c'est surtout le nombre. On dit, attendez, 6 millions de juifs, 1 million de Rwandais, 900 000 Arméniens. Ça, c'est un génocide. Parce que dans le référent, je dirais, empirique de chacun d'entre nous, un génocide, alors on peut pas, qu'on ne me posait pas la question, alors ça commence à partir de quand un génocide? Alors je sais pas si c'est 250 000 ou 100 000, bon. Mais une des raisons pour laquelle on a rejeté violemment en Israël cette idée du génocide, parce qu'on dit oui, c'est sans doute, allez, on va dire 30 000 civils palestiniens qui ont fait l'objet de cette hécatombe. Oui, c'est vrai que c'est sans précédent aussi. Enfin, la guerre de 48, il y a à peine 10 000 Palestiniens qui meurent dans les combats, et y compris les soldats, enfin, ou les militaires. Là, c'est un chiffre sans précédent. Et quand on m'a posé la question, je reviens à cela, à votre question sur le pogrom, ma première réaction, en tant qu'historien, parce que je sais le bilan chiffré de ces pogroms, c'est d'un chiffre dérisoire. J'ai presque envie de dire, plût à Dieu que le bilan du 7 octobre ait ressemblé à celui de Kishinev. Je le dis avec, c'est pas bien entendu pour le souhaiter, mais
Comment on peut mettre 1200 personnes et donc appeler de ça. Alors, je sais bien pourquoi on emploie la notion de pogrom. On l'a employé parce que c'est cette idée, justement, que les secours ne viennent pas. Et je dirais d'ailleurs, et c'est important à cet égard, quand on dit le pogrom, bien sûr qu'on pense à la barbarie de ceux qui sont venus voler, piller, violer, tuer les Juifs. On pense aussi à l'absence de souveraineté et de pouvoir politique derrière. Oui, mais c'est surtout, je dirais, quand j'entends en tout cas le mot pogrom, j'entends surtout des autorités qui ferment les yeux, qui peuvent peut-être même être complices. Alors attention, je ne suis pas un conspirateur, tout le monde le sait bien, et je n'ai jamais pensé une seconde que la réactivité lente de l'armée israélienne est due à une quelconque complicité. Mais en revanche, le fait qu'on soit venu très tard, trop tard. Oui, là, pour moi, il y a quelque chose qui relève du pogrom, parce que c'est ça l'expérience du pogrom. C'est pas simplement la violence infligée, c'est le rôle des autorités qui sont là pour faire régner l'ordre qui est absent. Voire dans le cas de la police russe de l'époque, tsariste, voire complice. Hein. Souvent, ils savaient que ça allait avoir lieu et ils ne faisaient rien. Donc c'est le sentiment d'être seul face à une horde de barbares. Voilà, exactement. Vous savez, dans l'histoire juive, si je devais résumer la philosophie politique des Juifs en diaspora, il y a un très beau traité d'un Ben Arama, esclave des rois, pas esclave des esclaves, ou pas serviteur des rois, pas serviteur des serviteurs. L'idée, c'est qu'il faut avoir peur de la foule. Voilà, et c'est pour ça qu'il faut toujours avoir une relation verticale avec une autorité. Dont, que ce soit un prince, un président, un tsar, autre chose, venez nous protéger de la foule dont on a toujours peur. Et à cet égard, c'est ça qui s'est passé. Et là, c'est la foule. Parce que ce qui change avec tous les attentats, c'est combien de personnes? Un commando palestinien terroriste, c'est quoi? Et c'est pas pour minimiser ce que c'était le terrorisme palestinien dans ces années-là. Ce n'est pas une foule. Mais voilà, c'est 3 personnes, c'est 5 personnes. Allez, 10 personnes au total. Alors bien sûr que 10 personnes, vous les maîtrisez facilement. Quand ils sont des milliers, on a parlé de 3000 personnes par vagues successives, dans différents endroits, dans différents lieux, et que la réponse des vieux monsieur, des personnes handicapées, c'est vraiment très composite finalement. Exactement, tout à fait. Et je dirais que qu'est-ce qu'on reproche à l'Europe et aux alliés en 1945 ? Pourquoi n'avez pas bombardé aux Juifs? Pourquoi vous êtes venus trop tard? Cette notion d'être venu trop tard, c'est ça qui est troublant. C'est que pour la première fois dans l'histoire de l'État d'Israël, on l'impute à l'armée israélienne. Et on dit là, il y a eu un manquement terrible. Et alors bien sûr, on y inclut les responsabilités politiques, parce que c'est vrai qu'on a laissé, là c'est une responsabilité collective et politique et militaire, on a laissé ce monstre s'enfler. On lui a même donné, on lui a pas donné de l'argent, on a autorisé à ce qu'il puisse obtenir de l'argent, dont on voit bien qu'il n'a, voilà, par le Qatar, effectivement. Denis Charbelli, vous avez traduit et présenté il y a une trentaine d'années les écrits des grands penseurs sionistes. Est-ce que cette quête de normalité, je reviens à votre livre, à ce point-là en tout cas du livre, était a posteriori une quête impossible, certes, mais qui a permis malgré tout, non pas de vivre paisiblement, mais d'affronter les tourments de l'histoire avec les armes de l'État et de la souveraineté nationale? Alors, il faut bien comprendre, la notion de normalité de l'existence juive, etc., donc chère au sionisme, elle est vraie. Mais attention, elle est déjà un facteur de division parmi les sionistes. Ahad Ha'am, tout ce qu'il reproche à Herzl, c'est de vouloir faire de cet État juif, et lui d'ailleurs ne souhaite pas un État, il parle d'un centre culturel, d'un foyer national, tout au plus, mais ce qu'il reproche à Herzl, c'est dire, mais en fait, vous voulez copier, imiter ce que font les nations, à vous disposer d'un État, disposer, je sais pas, d'une armée, etc., et ça, pour Ahad Ha'am, c'est cruel. Et Ahad Ha'am est aussi sioniste que Herzl. Mais c'est l'affrontement entre le sionisme politique et le sionisme culturel. Vous savez, comme je suis attaché à la diversité de ces sionismes, parce que, pas simplement pour des raisons, je dirais, idéologiques, mais parce que c'est la réalité de ces débats qui ont toujours traversé. Néanmoins, historiquement, quel que soit le devenir et les choix et l'identité de l'État, il est vrai que le sionisme restera quand même ce mouvement politique qui a souhaité articuler son existence en épousant ou en adoptant les moyens qui, au même moment, avaient été requis par tous les mouvements nationalistes ou nationaux, c'est-à-dire un État, un territoire, une frontière,
une démocratie, une constitution, voilà. Alors il y a des choses qu'on n'a pas et qu'on n'a pas, dont on n'a pas voulu. Ça fait partie, je dirais, de la part, on va dire, critique du livre. Mais foncièrement, cette aspiration à la normalité, elle a traversé, mais elle veut pas dire à la médiocrité, elle veut pas dire, ça veut dire quoi, on va faire comme les autres. D'abord, ça suppose que les autres font forcément des choses très mal, ou pas bien, ou ordinaires. Mais non. Elle implique une forme de remise en cause de l'exemplarité morale qui a toujours été portée par le judaïsme. Alors c'est là, justement, que je suis, je dirais, ultra-sioniste, plus que ultra-juif, si je puis dire. Et je vais l'expliquer, et merci de poser cette question-là. Parce que j'ai toujours pensé, mais dans mes propres convictions, que l'existence en diaspora, mais d'une certaine manière, elle dispensait les Juifs collectivement d'appliquer sur le terrain la morale juive. Elle condamnait les Juifs à une position minoritaire, laquelle, bien évidemment, fait que ces Juifs se sont retrouvés toujours au premier rang des combats pour les libertés, mais en tant que association, en tant que groupe minoritaire, associé à d'autres, bien évidemment. Pourquoi, pour moi, l'État d'Israël a un sens et de la valeur ? Parce que c'est en fait c'est le cadre nécessaire pour que cette morale juive ne soit pas simplement une morale familiale ou une morale communautaire liée à la synagogue et à ses environs, mais soit la morale publique. C'est-à-dire que, et c'est pour ça que je tiens à l'État d'Israël, parce que, c'est justement, je reviens avec cette idée de l'indépendance, parce que c'est ce qui va montrer, ou non, que je suis comme les autres, alors au sens, on va dire, ordinaire du terme, ou non. Moi, quand je critique la colonisation dans les territoires occupés, c'est pour la même raison, en disant, mais là, on n'est pas du tout spécial, on n'est pas du tout singulier, on fait exactement comme toutes les autres nations qui ont établi une domination sur une population autochtone sans leur demander leur avis. Et donc, à cet égard, pour moi, l'État d'Israël, alors, on peut faillir dans ce test-là, c'est un test permanent, je dirais, l'État d'Israël, pour moi, je paraphrase Renan, c'est le plébiscite moral de tous les jours, c'est-à-dire tous les jours, notre morale juive et universelle est mise à l'épreuve. Et c'est vrai qu'il y a une contradiction, on va dire, presque inhérente entre la raison d'État, qui dit la morale c'est bien, mais c'est pas le mieux. Et si pour la sécurité d'Israël, je dois ne plus faire la distinction entre civils palestiniens et combattants palestiniens, et c'est ce qui s'est passé et personne ne peut le contester, on peut dire c'est des dommages collatéraux, très bien. On peut dire au regard d'une morale qui aime son prochain comme soi-même que cette distinction n'a pas été respectée. La diaspora me paraît être le lieu, et je suis, dans mon chapitre sur la diaspora, je dis que je ne regarderai plus jamais un juif de la diaspora en lui disant quand c'est que t'arrives en Israël. Je déteste cette injonction par laquelle on regarde les juifs de la diaspora comme si c'était des êtres inférieurs qui sont sommés de remplir un devoir. Maintenant, celui qui veut venir, qu'il vienne. Vous remettez en cause cette idée d'Israël comme État refuge, alors que les chiffres de l'ALIA, par exemple, pour ceux venant de France, n'a pas cessé d'augmenter. Et non, je ne remets absolument pas en cause l'État d'Israël comme État refuge. Je dis Baruch haba, bienvenue à tout juif qui souhaite venir en Israël pour adhérer à cette entreprise ou parce qu'il se sent tenu intimidé dans le pays où il vit ou mal à l'aise dans le pays où il vit et qu'il décide de venir. Mais est-ce que ce dogme a été remis en cause selon vous dans la diaspora voyant Israël comme un État refuge qui avait les moyens de se défendre quoi qu'il en coûte? Je pense que tout le monde se pose la question, et je dirais même, y compris en Israël, c'est-à-dire que des Juifs qui disent « je me sens très mal à l'aise actuellement en France, mais aller en Israël, attendez, si vous avez un enfant de 17 ans, c'est-à-dire que l'année suivante, vous devez l'exposer à faire son service militaire, et voilà, nul n'est tenu à ce qu'il peut considérer comme quelque chose d'impossible, même si, voilà, je fais partie de ceux qui ont leurs enfants, et moi-même d'ailleurs, qui ont effectué leur service militaire. Donc c'est vrai que la question se pose, et je dirais que la même question aujourd'hui, vous savez, je me permets d'être franc parce que j'ai toujours bénéficié de cette liberté de parole ici à cette antenne, entrer dans une grande partie, je dirais pas l'intégralité, mais une grande partie des discussions de salon du vendredi soir à l'issue du repas de Shabbat, c'est je reste ici, je reste pas là, est-ce que dans 15 ans, ne serait-ce que la question, est-ce que dans 20 ans, on y sera encore? Je veux dire, même si on peut dire, mais bien sûr, mais comment, c'est une question rhétorique. Oui, mais les gens se la posent réellement, sincèrement. Je vous donne un signe qui ne trompe pas. Je n'ai pas choisi, je n'ai pas voulu. Je constate toutes les personnes qui détiennent une double nationalité. Alors, il y en a qui ont leur papier en règle parce qu'ils sont toujours en règle. Mais il y en a qui n'ont pas leur papier en règle parce qu'ils n'ont pas le temps d'aller au consulat.
tous ont mis leurs papiers en règle. Tous ont dit, attends, j'ai un passeport là. Ouh là là, il est périmé depuis 10 ans. Jamais Comment? Sait-on jamais? Exactement. Parce que l'histoire juive, c'est vrai que c'est un peu ça. C'est il faut préparer sa valise au cas où. Exactement. Et ça, mais c'est aussi le réflexe qui existe aussi dans la diaspora. Bien entendu. Ah non, mais évidemment. Et je dirais que c'est là où le destin juif a rencontré en quelque sorte le destin d'Israël, c'est-à-dire que tiens, même ici, la question se pose. Alors pas parce qu'on a peur d'être battu. On l'a bien prouvé là depuis 1 an et demi, mais parce que cette existence permanente sur le glaive, attendez, qu'est-ce que vous allez vendre à qui? À quels Israéliens qui veulent qui aspirent à une vie normale? Alors on pourra leur dire, non, ici, sachez-le, c'est pas normal. Si c'est pas normal, je peux aller voir ailleurs. Alors certes, quand le ailleurs, c'est l'Amérique dominée par Trump, c'est peut-être demain la France avec Marine Le Pen, etc. On vous dit, oulala, même l'ailleurs se rétrécit. Et en ce sens, je dirais qu'il y a une sorte d'union sacrée entre juifs de la diaspora et juifs d'Israël, pas simplement au nom de cette solidarité qui est très forte et authentique et réel, mais même, je dirais, en termes de destinée, même si, attention, personne n'est mort en France parce qu'il est... Enfin, cette année, je parle depuis le 7 octobre, je ne dis pas avant, alors qu'en Israël, ça a été le cas. Mais il y a une proximité de destin qui va au-delà de la solidarité ou de la compassion réciproque. Merci beaucoup, Denis Charmy, d'avoir été avec nous. Je rappelle le titre de votre nouvel essai publié aux éditions Kalman Levy dans la collection Diaspora. L'impossible est anormal. À très bientôt. Merci, Steve.